Hello, salut à tous et bienvenue en Beats, épisode numéro 165. Comment vas-tu, Bertrand? Écoute, ça va extrêmement bien. Je sens que ça va être un super numéro. Mais grave, je sens qu'on est bien parti. C'est ça. Ben oui, ben oui. Ton touche à tout cool. D'accord, Roxy Juju, bon salut à chatroom. Salut à tous, Golden Banana, Ghost Dragon, tout ça, tout ça. Il est fort un peu ce jingle, non? Non, je pense que c'est... Vous l'utilisez mal, comme dirait, comme dirait l'autre. On ne critique pas Cédric avec les histoires de volume ce soir, C'est s'il vous ça, plaît. vous l'utilisez mal, merci beaucoup. Hein, c'est ça, c'est pour réveiller les gens. The Golden Banana, c'est pour vérifier que vous ne dormez pas tous. Alors que je sais qu'il y a Top Chef, tout ça, machin. Mais en fait, on s'en fout, Top Chef. En vrai, c'est nul. Bon. D'ailleurs, on va donner le résultat, comme ça vous évitera de le regarder. Voilà, à la fin, c'est Bernard qui gagne. Donc du coup, voilà. En fait, il n'y a même pas de Bernard. Voilà. Et maintenant, frappe au clavier sans les mains, comme la légende. Dire que je suis très fier. Allez, bon. C'est Bertrand qui parle dans sa webcam. Oui, c'est ça, c'est Bertrand qui parle dans sa webcam. Sur ce, je disais, un incroyable beat, le numéro 165 s'il en est. Ce que je te propose, c'est qu'on ne s'attarde pas trop sur ces histoires à la con, à la fin il meurt d'une overdose. Je joue Top Chef juste pour vous. Merci, Ghost Dragon. On s'attarde pas trop sur toutes ces histoires de son, puisqu'en fait, on attaque tout de suite avec le radar et les news. Bon, radar, qui dit radar dit news, qui dit news dit radar. Du coup, on commence par la première news et c'est toi qui t'y colle. Tu vas nous parler d'iOS. Alors, je vais parler d'iOS, de la bêta, donc la 14.5, qui est sortie là en bêta. Donc, ça veut dire que vous allez commencer à pouvoir la tester, puisque pour ceux qui sont inscrits sur les programmes bêta, et dedans, on retrouve enfin la fonction que j'attendais, moi dès la présentation de l'iPhone 12, qui est la possibilité de déverrouiller son iPhone malgré un masque. Et enfin, Apple qui s'y met et qui nous propose une réponse aux problématiques que l'on a pour tous ceux qui vont bosser avec un masque et qui souhaitent pouvoir déverrouiller leur iPhone. Et surtout, ça règle le problème de Batman aussi. Qui du coup peut déverrouiller son iPhone, son bat iPhone directement grâce à son masque et son Apple Watch, tu vois. C'est ça surtout. Effectivement. Et donc, alors, il n'y a pas de miracle, parce que Face ID va pas pouvoir vous reconnaître correctement, même s'il y a une petite astuce, je sais pas si vous la connaissez, c'est de mettre son masque juste sur la moitié du visage. Ouais, franchement, ça marche super mal. Faire un scan, masque l'autre moitié, le scan, et bon, il est censé effectivement déverrouiller comme ça. Avoir la sécurité quand même derrière, parce qu'il faut pas oublier que ça permet de faire des paiements. Là, Apple réagit et nous dit, maintenant, vous prenez votre iPhone et il va tenter de faire un Face ID. Il voit que vous avez un masque et si vous avez votre watch qui est déverrouillé à portée de l'iPhone, et il va vous déverrouiller votre iPhone et il vous enverra une petite signalétique sur la watch pour pouvoir vous dire, je viens de déverrouiller votre iPhone. C'est ça. De manière à ce Est-ce que vous êtes sûr de vouloir confirmer? Ouais, il le fait, mais il prévient qu'il l'a fait, ce qui évite que si quelqu'un prend votre téléphone, il déverrouille. Parce que, alors là, j'ai entendu deux versions. Est-ce que c'est la bêta qui fait ça? Normalement, il est censé scanner le haut du visage. Oui. Mais là, visiblement, dans la bêta publique, pour l'instant, on peut mettre n'importe qui avec un masque, il déverrouille. Donc, est-ce que c'est dans une prochaine version de la bêta qu'ils vont le mettre en place ou pas? Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'ils renvoient une petite info côté montre pour pouvoir bien interpeller en disant « Ah, l'iPhone vient d'être déverrouillé ». Et enfin, on a une réponse à ce problème. Je trouve qu'ils ont eu quand même pas mal de temps pour sortir ça. Tu peux le dire. Ça sert juste par contre à déverrouiller l'iPhone. Vous ne pouvez pas payer avec. Pour pouvoir payer, il faut le Face ID et là, il faut bien sûr enlever votre masque pour qu'il puisse véritablement vous reconnaître. Mais c'est déjà et vous contaminer. Pour moi le plus important. Tout à fait. Donc ça y est, on y est. Et dans les rumeurs, et moi c'est ce que j'attends sûrement avec l'iPhone 12S, peut-être le lecteur de capteur d'empreinte sous l'écran ou sur le bouton Power comme sur l'iPad Air, la dernière version. On espère. Moi je croise les doigts en tout cas là-dessus. La technologie est mature même sous l'écran. Donc pour moi, Apple pourrait y passer. En complément bien sûr de Face ID. On a toutes les alertes incroyables. Enfin, j'ai toutes les alertes dans les oreilles. On voit qu'il y a des gens qui resub et tout à la chaîne. Merci à vous. J'ai cru entendre un don de bits, mais le problème c'est qu'il ne s'affiche pas via restream.io. Du coup, je ne l'ai pas vu.
Ça tombe bien, je ne paye pas avec mon iPhone. Parfait, dit Chagara. Alors qu'elle devrait, puisqu'elle a un iPhone 12, elle pourrait même avec sa montre en fait. Tu vois. Moi, depuis que ma carte Ticket Resto est compatible avec le wallet de Edenred. l'iPhone, c'est super. Alors justement, c'était pas Edenred, moi, Ah, ok. c'est Sodexo et ils ont mis du temps, mais ça y est, ils sont compatibles et qu'est-ce que c'est pratique Mhm. de plus avoir à trimballer sa carte Ticket Resto, pouvoir s'en servir en sans contact depuis sa watch, c'est vraiment Yes. top. Salut Layo. Autre petite fonctionnalité, alors pour moi la plus grosse c'était celle-là, mais on a également le support des nouvelles manettes de jeu qui est des PlayStation 5 et des Xbox Series X ou Series S. Donc ça, Yep. c'est plutôt cool pour ceux qui ont investi et qui ne pouvaient pas utiliser ces manettes-là. Ça y est, ça apparaît. On a l'écriture manuscrite sur iPad. Il vous l'avait présenté dans les démos sur iOS et là, ça prend en charge le français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai pas pu tester moi encore ça. Et alors là, je trouve ça extrêmement pratique, c'est qu'on va pouvoir maintenant choisir son service de streaming musical par défaut. Et ça, c'est vraiment top. Moi qui suis pas sur Apple Music, mais sur YouTube Music, quand j'ai vu la news, je me suis dit, oh, YouTube va encore être oublié. Et non, YouTube Music en fait partie, et bien sûr, vous retrouvez dedans Deezer ou encore Spotify, là où la majorité de ceux qui nous écoutent ce soir ou C'est ça. en replay, doivent sûrement être abonnés. Ouais. Donc voilà, pour les nouvelles possibilités, et pour moi, clairement, attendez. Donc, pour l'instant, j'ai entendu plutôt mois de mars, donc à voir si ça sortira pas avant. Il Non, tarde. je pense que vu la timeline là, ça sera plutôt mars, ouais. Plutôt au printemps. Plutôt au printemps. Bon, moi, c'est vrai que je l'utilise quand je peux payer avec ma montre, j'essaie de le faire, y compris à mon ticket resto, mais voilà. J'ai vu passer dans le chat, quelqu'un qui disait ça existe depuis 2012 sur Android, déverrouiller avec sa montre et tout ça. Oui, c'est vrai. En fait, sur Android, c'est même pire que ça. Vous pouvez déterminer quels sont les devices Bluetooth que vous voulez utiliser pour déverrouiller le téléphone. C'est-à-dire qu'à partir du moment merci Darkbrink pour l'achat des tickets pour le Turing Test, donc pas pour ce soir, mais pour le prochain. Vous pouvez en fait déverrouiller votre téléphone Android avec n'importe quoi, genre un Fitbit est connecté, même des écouteurs. Tu mets un casque, et à partir du moment où le casque est connecté, il te demandera jamais le code pour déverrouiller ton téléphone, il est déverrouillé par défaut. Du coup, c'est compatible avec tout. Vous pouvez utiliser n'importe quelle montre, une montre Xiaomi, peu importe. Il y a une grosse différence, c'est que c'est zéro sécurité. Oui, je fais ça quand dans ma voiture, voilà, exactement, avec un Mi Band, avec n'importe quoi. Sauf qu'il y a zéro sécurité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est à portée, c'est déverrouillé. Donc voilà. Là, la différence, c'est que l'Apple Watch, en fait, elle n'affiche pas par exemple, comme sur le Mi Band, le nombre de pas, le rythme cardiaque, les notifs et tout ça, si elle n'est pas déverrouillée avec un code ou déverrouillée en la mettant au poignet en utilisant Face ID une première fois qui déverrouille la montre. En fait, dès que vous enlevez la montre, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il faudra la remettre et retaper le code pour déverrouiller la montre. Mais dès que vous l'enlevez du poignet, elle n'est plus considérée comme sécurisée. Et donc, elle déverrouillera plus votre téléphone, par exemple. Donc voilà. Le nombre de gens qui tiltent quand je paie avec ma montre en mode « Ah, mais c'est pas sécurisé », bah si, mieux que ta carte, en fait. Tout à fait, Layo. Ah, carrément. Clairement mieux que la carte. Mais voilà, et donc effectivement sur Android ça existe depuis longtemps. La grosse nuance c'est que là en fait il y a un code en fait à taper une fois sur la montre. Donc effectivement après c'est là ah ok faut couper le bras alors. Eh ben non parce qu'en fait je crois que si si le bras est détaché du reste du corps, qu'il n'y a plus d'influx nerveux et tout ça, ça ne marche pas. Non mais c'est pas une blague, ça ne marche pas. C'est-à-dire prends ta montre dans ce cas-là, mets-la sur une tranche de jambon ou sur une saucisse. Déverrouille-la avec le code et tu vas voir en fait dès qu'il n'y a plus le rythme cardiaque, et ben la montre se reverrouille dès qu'elle tombe en veille, c'est-à-dire quelques secondes, elle se reverrouille et du coup bah il faut à nouveau taper le truc quoi. Donc ouais, s'il n'y a plus de rythme cardiaque c'est mort, exactement, c'est basé sur ça. Donc vous pouvez essayer mais ça marchera pas en fait. Donc voilà, c'est ça la différence, et Apple jusqu'à présent voulait pas l'implémenter et je pense qu'ils l'ont implémenté à reculons. Oui, donc voilà. Si l'Apple Watch n'a plus de batterie, bah, tu fais comme avant, tu tapes ton code, en fait, OSEF. Enfin, et pareil, si ton Mi Band n'a plus de batterie, tu tapes ton code, en fait. Donc, c'est pareil. J'ai cru que tu allais dire coupe ton bras pour essayer. Non.
J'ai des cellules cardiaques pour résoudre ce problème. Mais j'en suis même pas certain que ça marche, ça, Chagara. Tu pourras essayer, mais je suis même à peu près certain que ça marchera pas. Go MP, mais n'importe quoi. Si mon Mi Band dure 28 jours. Oui, mais bon, il y a bien un moment où si tu le charges jamais, voilà, t'as plus de batterie. Si tu vois quelque chose qui bouge dans ton frigo, c'est qu'elle t'a ramené les C'est ça, ouais. Tiens, c'est bizarre. Il est bizarre, cet houmous. Il bouge. Bon. Ouais, les applis. On compense. Ouais, on avance. Donc, Android, leak. Ouais, dis-moi. Non, je disais, et on compense. On a parlé d'iOS, maintenant on parle un peu d'Android. Des leaks d'Android 12, a priori, avec des grosses nouveautés en fait sur la gestion de la vie privée. Ça vous rappelle un truc ou pas? Donc voilà à quoi ça ressemble. Possibilité de désactiver la caméra, la localisation et tout ça par app. Ils ont clarifié le truc, c'est beaucoup plus simple. Voilà, il y a aussi une refonte des widgets. Donc c'est assez cool. Et par exemple, quand vous avez une application qui utilise votre micro ou que sais-je, par exemple, hop, je vais prendre cet écran-là. Là, en haut, on voit en haut à droite, au niveau du centre de notification, la caméra et le micro sélectionnés. Et en fait, si vous cliquez dessus, ça va vous indiquer qu'en fait, actuellement, la caméra est en cours d'utilisation et il y a une application de chat, par exemple, qui a utilisé le microphone récemment. Hé hé. Ça vous rappelle un truc ou pas? Donc c'est cool en tout cas que ça soit là. Bah ouais, ça clairement. vous prévient qu'en fait, quand il y a une app qui est en train d'utiliser votre micro, etc. quoi. Voilà. Alors là, clairement, ils ont repris tout le concept poussé par Apple. Hein, ouais, tout à fait. C'est-à-dire la version d'iOS. Hein. C'est ça. Mais c'est une bonne chose. Hein, mais c'est très bien, c'est très bien. Refonte des widgets. Donc là, vous avez un exemple avec toujours le même système de moteurs de widgets qui sont classés par catégorie et tout ça. Et sur la page d'accueil, ça donne ça. En fait, quand Apple avait lancé ses widgets, ils avaient dit oui, on a fait comme Android, sauf que nous, on l'a fait mieux. Alors, ça se discute, hein, mais c'est ce que dit Apple. On a intégré le truc beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli, il y a une correspondance dans tous les widgets, etc. Et du coup, Google a décidé de refondre ses widgets et du coup de proposer à peu près la même chose, c'est-à-dire des widgets tous sur la même forme, avec les mêmes, la même apparence, etc. pour donner une uniformité globale à l'OS. Donc voilà. C'est propre. Hein. Ouais, c'est très propre. Ça rend bien, hein. C'est très propre. Et là, par exemple, on voit ce widget-là, quand on choisit conversation, on voit ce truc-là, et donc là, on voit un widget ami, en gros, qu'on peut mettre dessus, quoi. Les widgets, ça fait fondre la batterie. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça ne la fait pas fondre sur mon iPhone. Mais voilà. Ça, c'est vrai, il copie, mais en mieux, dit Madame Project. Bon, bref, voilà. Vie privée redesign. Il n'y aura pas que ça, évidemment, dans Android 12, mais en tout cas, c'est les pistes des versions qui devraient sortir très très vite. Puisqu'on le sait, normalement, d'ici quelques semaines, les premières versions bêta d'Android 12 devraient sortir. En fait, ils font l'inverse d'Apple. Apple annonce l'OS et ensuite ils proposent des bêtas. Chez Google, on propose d'abord les bêtas et ensuite on fait une annonce des fonctionnalités un peu plus tard, en général au moment de la Google I.O. En mai ou juin. Ouais, sur iPhone, zéro souci de batterie avec les widgets. En vrai, je vois pas la différence, moi, de batterie. Ouais, moi non plus, hein. Vraiment, aucun problème. J'ai noté aucune diff. Mais bon, après, ils doivent pas du tout être gérés pareil, c'est surtout ça. À ton tour, tu vas nous parler d'un smartphone incroyable sous Android. Décidément, on reste autour des smartphones, effectivement, sauf que là, on va parler du côté un peu matériel cette fois-ci, avec le Oppo X. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ce Oppo. Hop, je vous mets une petite image que vous puissiez voir un peu à quoi ça correspond. Donc, c'est un... Alors, qu'on soit clair, c'est un prototype. Hein, donc, c'est avant tout une démo technique. Hein. Ouais, et d'ailleurs, si tu regardes, en bas, on dirait que l'écran est pas parfaitement aligné avec le bord du smartphone, ou alors c'est un effet de la photo. C'est très étrange. En bas à droite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est un effet de la photo, mais effectivement, blanc. Ouais, effectivement, il y a un petit souci. Donc c'est un téléphone et donc Oppo a déposé 112 brevets dessus, hein, dessus. Et donc le but, c'est d'aller le plus loin possible dans un modèle qui soit commercialisable, pourquoi pas à partir du mois prochain, donc a priori. Et donc en pressant 2 fois sur le bouton de verrouillage hein, qui est situé à droite du mobile, et l'écran va venir s'élargir. Voilà, donc, enlarge your smartphone. De suite, exactement. Et là, quand on regarde comme ça, c'est assez hypnotique. Hein. Enfin, vraiment, ouais. Après la transition est bien faite là.
C'est Ouais, assez moi, impressionnant. Tu vois les icônes qui s'écartent et ça devient une mini c'est tablette. ça. Donc là encore, ils ont pu mettre des switches pour Il y a pouvoir des petites coupures gérer de son chez là-dessus. toi, je pense que tu dois avoir dans Discord le niveau sonore, tu sais, le niveau le limiteur de son là qui doit être un peu just. Tu vois ce que je veux dire? Le déclenchement du micro qui doit être un peu just. Regarde peut-être dans tes réglages. Je l'ai enlevé, donc ça ne devrait plus poser de problème. Yep, voilà. Caméra frontale quelque part. Non, mais c'est un proto, donc pour le moment, l'IO, pas de caméra. Ouais, on est plus là-dessus sur un proto, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a 2 moteurs, hein, qui activent la charnière qui est près des tranches supérieures, donc et inférieures, et qui permettent en fait, on a une plaque, hein, qui permettent, de soutenir tout l'ensemble. Ouais. Et comme vous avez vu, la procédure se fait, de manière, particulièrement douce. Enfin, vous avez vu là sur la Ouais, ça transition vraiment qui s'agrandit se tout fait, doucement. assez, tout en douceur. Et on a juste 1 à 2 secondes qui sont nécessaires pour pouvoir agrandir ou rétrécir en fait la largeur du téléphone. Ensuite, si on regarde un petit peu, on est quand même sur du 11,4 cm de large, hein, donc c'est pas rien. Est-ce qu'ils font le même Et qui s'est agrandi en longueur? C'est pas pour moi, mais c'est pour une amie. Enfin bref, c'est un peu. Je suis sûr que ça va rendre jaloux beaucoup d'hommes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. donc, Draxa, si tu m'écoutes. Donc. ça balance. Non, moi Ce je soir, balance ça pas. balance. Je balance pas. J'en profite parce qu'il est pas là, tu vois. Je me dis. Donc là, je trouvais ça intéressant. J'aime bien l'approche, puis j'aime bien en fait qu'on vienne chercher un peu quelque chose de différent par rapport aux smartphones pliables qu'on a vu jusqu'à présent, Oui. principalement chez Samsung avec le Galaxy Z Flip, par exemple. Enfin, donc ils cherchent vraiment à trouver des choses. Ensuite, sur la fiche technique, pour l'instant, c'est très clairement, c'est discret. Ça veut dire que le processeur, les modules photo, les accus, enfin les batteries, on n'a pas les infos, on n'a pas le poids. Bah ouais. Par contre, on a l'épaisseur, il est enfin il est vraiment pas particulièrement épais, c'est légèrement plus d'1 centimètre, ce qui est quand même très peu, Oui, c'est pas versus beaucoup. Ouais. typiquement les portables de Samsung qui se replient. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Et ensuite, au niveau du poids, on est plutôt dans les 250 grammes, c'est correct. Et il précise juste qu'il y a 48 mégapixels mais bon, 48 mégapixels, ça dépend de l'optimisation qu'il y a derrière, des capteurs Ouais, et autres. mais ça après on verra Ça parce veut que pas dire on reste sur grand-chose. du proto, ça a le temps de changer 10 fois. Tout à L'IO fait. fait une excellente remarque. Sur un PC portable, t'imagines, tu déplies ton PC et là ton écran s'écarte des deux côtés. Ah, T'imagines? effectivement. Paf! Et là t'as en gros un double écran 1080, ça serait top quoi. Là, c'est pas mal sur un PC portable, effectivement. Ça serait cool. Un beau concept. Bon, moi après le vrai souci que j'ai, c'est le problème des écrans souples, c'est toujours pareil, c'est que ça marque, c'est que c'est fragile, c'est voilà, c'est pas fragile au choc. C'est-à-dire que si vous le faites tomber, il y a peu de chances qu'il se brise. Mais par contre, le souci, c'est la dalle marque facilement. C'est-à-dire que vous le mettez dans une poche, si vous avez le malheur de mettre une clé, une pièce de monnaie ou n'importe quoi, c'est fini. Tu vois? Imagine la coque de protection. Non, mais là, tu oublies tout de suite. Aussi. Ça n'existera pas, ça. Voilà, là, vous pouvez oublier. Bon, en tout cas, Donc voilà, c'est pas mal. Petite news flash dessus pour vous dire que ça sort. Yep. Ben moi, je vais vous parler d'un autre truc aussi qui, pour le moment, va peut-être pas sortir. Amazon Wall Control, alors il n'y a même pas de nom définitif, mais on s'approcherait de ça. En gros, ils sont en train de préparer un écran mural pour piloter, alors équipé évidemment de l'assistant vocal, du doux nom de A, plus loin Lex, plus loin A, pour pas le déclencher chez vous. Hein. C'est bon, safe. C'est fait. C'est le même principe un peu que le Echo Show que vous connaissez sans doute. Les dernières versions d'ailleurs sont pas mal. Hein. En gros, on dirait une espèce de HomePod avec une tablette. Hein. Voilà. Tout bête. Donc l'idée c'est d'avoir un écran alors qui serait peut-être plus grand que ça, peut-être un écran aussi grand qu'une télévision on nous dit. Ça c'est en fait c'est encore dans le lab 126 d'Amazon, je sais pas si vous connaissez mais c'est celui qui fait en fait toutes les recherches autour des fameuses lunettes connectées avec l'assistant vocal et tout ça quoi en fait. Donc là, en fait, ils sont en train de produire une tablette qui devrait être assez grande pour être placée au mur et sur laquelle vous allez contrôler toute votre domotique. C'est-à-dire que c'est votre panneau de contrôle de maison, vous pouvez afficher les caméras, vous pouvez déclencher vos lumières, des alarmes, des scénarios. Ils travaillent énormément sur la partie domotique. Donc voilà, le format n'est pas défini, ils hésitent entre 10 et 13 pouces pour le moment, mais il est prévu que même ça soit plus grand que ça. Donc pas mal l'idée. C'est vraiment fait pour... Ils auraient prévu toute une gamme d'accessoires
pour fixation murale. Vraiment, le truc est plat, c'est fait pour être collé au mur et tout, donc c'est vraiment ça, c'est un panneau de contrôle domotique. En plus, maintenant, leur assistant vocal du doux nom de Bernadette propose les fameux ungees, là, la possibilité d'être proactif en fonction de vos habitudes et tout ça, de vous proposer des choses, ou quand vous lui dites bonne nuit, ben, par défaut, elle sait que vous allez vous coucher, donc si vous avez oublié de fermer un volet, elle le fermera, enfin, ce genre de truc. Et d'intégrer tout ça après dans un panneau tactile au mur, ça peut être cool de pouvoir contrôler toute sa maison comme ça, quoi. Voilà. Ah, Je sais que effectivement. Nelliger, autre animateur de la chaîne, a un panneau de contrôle tactile qui s'est fait lui-même avec base de Raspberry Pi et tout. Mais là, ça pourrait être vraiment cool, quoi. Voilou. Donc, pas de date de sortie pour le moment. Normalement, il devrait y avoir une annonce fin 2021, peut-être sortie 2022. Le prix est estimé entre 200 et 250 $ pour le moment. Voilà. Reste à savoir c'est pas extrêmement cher. Hein. Ouais, reste à savoir qu'ils pourraient l'annuler au dernier moment. Moi, je pense qu'ils vont vraiment le sortir. Ils sont complètement dans la mouvance. Enfin, ça suit la logique de la stratégie d'Amazon sur la maison. Et pour moi, c'est tout à fait logique qu'ils sortent. Ils ont bien sorti des horloges connectées. Ah, tout à fait. Donc Et je voilà. pense que ça peut séduire. Après, il faut qu'il voir comment le décliner, l'habiller. C'est ce que ça peut se présenter sous forme de cadre et qu'au repos, ça t'affiche une photo. Ouais, bah ça, t'as déjà le Echo Show qui fait ça, tu vois. C'est pour ça. Mais par contre, mais là, sur du plus grand format. ouais. Mais par contre, le truc qui serait cool, ça serait que la page d'accueil, moi c'est ça en fait qui m'embête le plus. Sur les Echo Show, aujourd'hui, la page d'accueil des Echo Show, elle est pas incroyable. J'aimerais pouvoir y mettre des widgets en permanence et tout ça. Là, il y a une espèce de rotation entre l'agenda, la météo, puis juste une photo, puis ça revient, puis ça peut vous afficher 2-3 news. Mais ça serait cool d'avoir un bouton pour activer direct un interrupteur ou plein de trucs, quoi. Tu vois? Et alors que c'est présent dans l'app, il faut slider sur le côté, enfin faire un slide du bord droit, je crois, vers la gauche, ou inversement, et afficher le panneau de contrôle. Oula, j'ai eu peur. Et afficher le panneau de contrôle pour comment ça s'appelle, pour afficher voilà, les lumières et tout ça, mais c'est pas hyper ergonomique, c'est pas hyper bien fait, donc je pense qu'il pourrait vraiment améliorer ça, quoi. Voilou. C'était tout pour moi. Tu vas nous parler d'un hack incroyable. Eh ben oui, effectivement. Ça rentre, c'est bon. Ouais, ça rentre, mais j'ai vérifié tous les titres avant. T'avais vérifié, d'accord. Ouais. J'en ai modifié quelques-uns d'ailleurs. C'est des projets que je sais pas, là je pense qu'ils ont la poisse à ce niveau-là, donc là il y a plus une semaine sans qu'on parle d'eux. Donc cette fois-ci, c'est un hack des serveurs de CD Projekt qui ont eu lieu avec derrière une demande de rançon. Hop, je vous ai mis. Ouais, je vous ai mis, hein. Hein, ouais. Bon, ouais, okay. On s'est compris, hein. Non mais je suis mais oui, ils ont posté sur Twitter. Voilà. Et donc, moi, je trouvais c'est pas mal parce que ils ont reçu en fait une communication donc du hacker qui leur a dit qu'ils étaient rentrés en fait sur leur serveur et qui leur laisse 48 heures pour pouvoir payer une rançon. Et on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Donc, en temps normal, déjà, bravo à CD Projekt, mais bon, je pense que vu la tempête dans laquelle ils sont, c'était compliqué de faire autrement, parce qu'ils ont révélé eux-mêmes qu'il y a eu un hacker qui est rentré dans leur système. Donc ça, bravo à eux, parce que certains s'empêchent... J'ai mis le readme du hacker. Ah oui. Certains, en tout cas, certaines sociétés se privent pas pour l'annoncer 3 ou 4 mois plus tard en disant « Ah, au fait, on vous a pas dit, mais il y a 3 mois, on s'est fait hacker. » Donc bon, là, au moins, ils ont prévenu quasi en temps réel. Et donc, les hackers, un groupe, tout seul, on ne sait pas qui, sont rentrés, n'ont pas accédé visiblement, en tout cas, aux données clients. Donc, aucune donnée client, d'après ce que dit CD Projekt, n'a été accédée et récupérée par les hackers. Yep. Par contre, ils ont eu l'accès au code source de jeux. Et donc, dans les jeux, on a Cyberpunk 2077, qui n'en finit plus d'avoir des problèmes. On a The Witcher 3. Et on a aussi une version de The Witcher 3 qui ne serait jamais sortie encore jusqu'à présent. Et bon, beaucoup se disent que ça pourrait être la version remaster pour la version HD en fait pour les consoles.
typiquement. Donc c'est ce qui se dit en tout cas dessus. Ensuite, ils ont récupéré également des fichiers RH, mais plutôt cette fois-ci internes. Ils ont récupéré des informations concernant la gestion des budgets, donc beaucoup d'infos en fait internes à la société. Et donc les hackers menacent tout simplement de dire si vous ne payez pas la rançon suivante, on va tout mettre sur la place publique, votre action va encore chuter, vous allez être encore plus dans les ennuis, et donc payez-nous rapidement. Et ils ont également encrypté les bases de données et les serveurs sur lesquels ils sont allés. Et donc, pour le coup, sur ça, heureusement, ils avaient des sauvegardes qui n'ont pas été supprimées ni touchées, et donc ils vont pouvoir tout restaurer. Donc, même si ça demande du travail pour eux, ils n'auraient pas perdu de données en tout cas, et Non. malgré le fait que les données ne soient plus lisibles, ils avaient des sauvegardes qui, elles, n'ont pas pu être accédées par les hackers. Donc là, vraiment dur, et là, ce qui fait qu'ils ont porté plainte et ils demandent de l'aide aux autorités compétentes pour arriver à identifier les hackers et puis essayer de sortir de ce mauvais pas. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Combien la rançon, je sais pas. Je crois pas qu'ils aient communiqué le. J'ai pas noté le prix. De toute façon, et donc c'est déployé. Je sais pas si ça y est, non, ils l'ont pas dit. Pas. Donc on ne négocie pas avec les hackers. C'est ça. Nous n'allons pas négocier du tout. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Rien à voir. On retourne dans un petit peu la technique. On va parler du Qualcomm X65 5G. Qu'est-ce donc? Ce n'est pas un processeur du tout, mais c'est le nouveau modem 5G de Qualcomm qui va équiper quelques modèles de téléphones Android dès l'année prochaine, voire peut-être même encore le prochain iPhone. Donc c'est un... Voilà, on a un petit peu l'architecture du truc, hein. Évidemment, il est compatible avec la 5G millimétrique et la sub 6 GHz. L'intérêt, c'est qu'en gros, le X60 ou X55, c'était, je sais plus, de l'année dernière, supportait des vitesses jusqu'à au maximum 7,5 gigabits. Tadam. Et alors, Mada Project, c'est pas le pros du téléphone, c'est la partie modem en fait. Voilà. Donc, c'est pas. Apple évidemment fait ses propres pros, mais pas la partie modem. Enfin, pas encore en tout cas, ils sont en train de le faire. Mais ils ont utilisé des puces Intel d'ailleurs, je crois, sur les iPhone 12, si je dis pas de bêtises, les modems Intel pour la 5G, je crois. Ou c'était sur la version précédente, je sais plus. Mais je sais qu'ils avaient. C'est toujours du Qualcomm, mais. Non, il y avait eu un bisbille avec Qualcomm justement sur des histoires de brevets, de violation de brevets, et ils étaient passés sur du modem Intel, sur une série d'iPhone. D'accord, ouais, c'est possible. Je sais qu'ils se sont rabibochés avec Qualcomm. Oui, tout à fait. Maintenant, tout va très bien. Oui. Donc, c'est le problème. Voilà, et ils seront embibochés parce qu'en fait, ils sont en train de faire leur propre modem, et du coup, ça va être réglé dans quelques mois. Ils n'ont plus des techno Qualcomm et c'est fini. L'intérêt, c'est que celui-ci peut monter jusqu'à 10 gigabits maximum en vitesse de téléchargement en ondes millimétriques. C'est super costaud. Salut Marco Micro. C'est hyper impressionnant avec une gestion de l'autonomie qui est bien mieux que la génération précédente. Donc c'est ça le vrai intérêt. Donc là, ils viennent de le dévoiler. À suivre. Intégration normalement dans les premiers smartphones fin d'année. Donc ça va aller super vite. Oui. Déjà fin d'année. Est-ce que tu as la 5G, toi, tiens, sur ton téléphone? Alors non, parce que moi j'ai un iPhone qui est l'iPhone 10S Max. Donc ah oui, c'est une antiquité, moi. Oui, c'est vrai, tu es sur l'antiquité, mais ok, très bien. Voilà, 10 gigas. J'ai un téléphone Android qui est 5G par contre. Ok. Alors moi j'ai utilisé mon téléphone en modem 5G pendant l'événement Insight de vendredi dernier, parce qu'on a une coupure d'internet, parce qu'ils n'ont trouvé rien de mieux que de faire une maintenance sur le réseau ce jour-là. Et j'ai vidé la batterie de mon téléphone en 3h30 à peu près, en mode modem, sans le brancher ni rien, tu vois. Il a fallu à peu près 3h30 en 5G pour le vider entièrement en Wi-Fi, connecté en Wi-Fi de mon PC qui est ici d'ailleurs, connecté en Wi-Fi à mon téléphone en 5G. En 3h30, il était vide. Ça a buté la batterie. Il était brûlant et tout, mais en vrai 3h30 c'est pas si mal, tu vois, je me dis c'est pas si pire. Donc en utilisation intensive pour le coup là, parce que là oui t'es en stream, donc par ton téléphone, là t'es en stream, donc du coup ouais je peux te dire c'était un peu intensif quoi. Mais voilà, et le téléphone était brûlant,
Donc bon. En 4G, évidemment, il aurait tenu certainement un petit peu plus, mais bon, il fallait du débit, quoi. D'ailleurs, les tests débit sont pas incroyables sur la région bordelaise, puisqu'on n'est pas sur de la vraie 5G, je pense, en termes de fréquence. Et donc, du coup, on atteint quand même 400, 450 mégas descendants et 25 mégas remontants, ce qui est pas foufou, quoi, tu vois. Et au niveau des pings, on est aux alentours d'une... Bah, ça dépend, ça varie entre 3 et 20 millisecondes. Ça dépend vraiment des moments de la journée, je pense de l'endroit où on est et tout, donc voilà. Mais en vrai, c'est un bon espoir pour les gens qui n'ont pas de fibre à la maison et qui ont un ADSL moisi, par exemple, qui habitent en périphérique de la ville, se dire, ben tiens, la 5G, ça peut être une vraie alternative si j'ai besoin de débit, quoi, en fait. Ah ouais, mais ça totalement, et de débit et surtout de faible latence. Oui. Parce que bon, les débits, ça va dépendre, mais les faibles latences, là, par contre, Ah bah oui, vraiment, c'est là tout l'intérêt, quoi. C'est ça. Vivement Starlink, nous dit Nico Hopi dans le chat, c'est exactement ça. Vivement Starlink, ça permet d'habiter n'importe où. Et ça, c'est génial. Ouais. On va terminer les news avec Epic qui a dévoilé ses MetaHumans. Tiens, attends. Est-ce que j'ai... Ouais, je crois que j'ai mis un gif, mais en vrai, j'aurais presque pu partager le site. Mais bon, j'ai mis un gif, je crois. Est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai pas mis? Ouais, je l'ai mis. MetaHumans, qu'est-ce que c'est? Alors, ils l'ont dévoilé aujourd'hui, donc ça va assez vite. J'ai voulu l'essayer tout à l'heure, ça marchait, mais c'était pas parfait. L'idée, c'est de créer des avatars les plus proches possibles de la réalité. Donc, ils ont lancé un petit créateur. Vous pouvez le télécharger sur l'Epic Store, si vous avez le store Epic, avec Unreal Engine. Ça permet de quoi? De créer des humains, ils disent des méta-humains, très proches de la réalité. On peut construire des scènes de jeu, tout ça. On peut les intégrer dans des films, à la télé, tout ce qu'on veut. Ils ont fait Andy Serkis d'ailleurs, ils l'ont refait en démo. Et là où c'est fou, c'est que c'est entre guillemets photoréaliste. C'est fait en quelques minutes. On peut les habiller, faire tout ce qu'on veut avec. On peut les manipuler comme on veut. Et le truc incroyable, c'est que par exemple, j'ai testé avec une app sur mon téléphone, mais je vous ferai la démo plus en détail dans le prochain bit. En fait, il utilise Face ID pour mapper mon visage. Et quand je parle, en fait, l'avatar reprend même mes mimiques, en fait. C'est-à-dire que si je lève les sourcils ou si je souris, il a le même sourire, en fait. C'est incroyable. Honnêtement, c'est bluffant. Ça fait même un peu flipper. Donc, super réaliste Simon Pegg à droite de l'écran, tout à fait. Comme vous voyez, là, c'est pas Bertrand, hein, c'est Simon Pegg. Ça fait longtemps. Tout à fait. Donc, et il est super réaliste. Donc voilà. Non, en fait, il faudrait reprendre le truc de Simon Pegg, le mettre à ma place. Comme ça, on pourrait comparer entre Bertrand et Simon Pegg, tu vois. Donc, ça s'appelle les MetaHumans. Je vais vous montrer vite fait. Et ça peut être généré même dans un navigateur web. C'est ça qui est complètement dingue. Donc, hop, petit gif animé où on voit en fait la possibilité de modifier l'avatar directement depuis le navigateur et de générer comme ça une personne en 3D, un avatar en 3D, et ensuite de l'animer avec son téléphone, etc., avec une petite app iOS. On peut le vieillir, le rajeunir, vraiment tout changer, quoi. Et bon, là, c'est quand même bluffant. Ouais, alors là, le gif est pourtant assez dégueulasse. Ouais, mais on voit derrière le potentiel. Mais quand vous regardez les vidéos, ils ont fait des vidéos sur YouTube, allez les voir. C'est dingue. C'est dingue. Et en plus, quand c'est animé par une vraie personne, il y a des moments où tu peux te dire, t'es vraiment dans cette vallée de l'étrange, tu sais, où tu sais pas trop si c'est un humain ou si c'est une machine ou. Ouais. C'est hyper proche, par exemple, un peu des séquences animées qu'on avait dans Detroit Become Humans, mais même en mieux encore. Donc il y a vraiment ce côté réaliste. Ça commence à dater maintenant, plus Detroit. Donc, ouais, ça commence à dater, Detroit, c'est encore mieux. Et c'est bluffant. En vrai, c'est complètement bluffant. Donc j'ai des experts en Unreal Engine au boulot, je vais leur demander de tout me peaufiner et je vous ferai une démo propre et tout, quoi. Il y a un hub et tout, où tu peux parler avec d'autres gens et tout. Non, pas du tout Mada Project. Enfin, si tu as envie de créer ce genre de hub et ce genre de choses, tu peux. Mais là, c'est pas le but. Là, le but, c'est le moteur 3D, tester ce moteur 3D et tout ça. D'ailleurs, ils expliquent qu'il y a une app qui, en gros, tu places ton téléphone devant toi et quand tu streams le soir, au lieu d'avoir ta caméra, en fait, tu as un avatar qui réagit exactement comme toi. Il peut même capter le son du téléphone et tout. Donc, du coup, il cale ta voix parfaitement. C'est fou, quoi.
Ouais, C'est tu travailles complètement sur la dingue. synchronisation là, qui C'est est, ça. qui est Je pourrais aussi me faire. remarquable en plus du graphisme, quoi. C'est ça. En fait, par exemple, la matinale, je pourrais très bien recréer une scène en Unreal Engine 3D avec un mec assis et en utilisant le Face ID, bah, parler, présenter la matinale sans y être en fait, via un autre Depuis chez avatar toi. et voilà. Mais c'est incroyable. Ouais, le deepfake va franchir un cap. Bah ouais, clairement. Et je pourrais l'animer ouais, depuis chez moi ou depuis n'importe où, mettre des jeux de caméra, voire même on pourrait faire des choses encore plus incroyables. C'est-à-dire qu'en modélisant cette pièce-là, la caméra peut se déplacer. Tu vois, ce qu'aujourd'hui on ne peut pas Ouais, faire parce fort. que j'ai personne pour le Fort. faire. Ouais. Mais en vrai, on pourrait Et, réussir à recréer une scène et une émission comme ça avec une personne qui pourtant n'est pas là. C'est et qui complètement fou. va, qui va rebooter l'Apple TV? Eh ben, il y a plus besoin. Tu notes qu'il y a plus besoin. Et Je c'est pas là. sais. Et je reboot pas l'Apple TV. En fait, c'était le Elgato Camlink que je devais rebooter. Mais putain, les nouvelles cartes de capture, franchement, pour 15 euros, tous les jours, je suis étonné. Hein. C'est incroyable, hein. Vraiment. Confère le dernier Beats. Ah ouais. C'est vraiment bien, quoi. Pour les émissions TV où ils doivent respecter les gestes barrières et tout, ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Tu pourrais recréer un plateau complet. Bah, c'est vrai. Ouais, très honnêtement, c'est assez incroyable. Donc cherchez sur Google, enfin même pas, cherchez sur YouTube Meta Human de chez Epic et vous allez voir, il y a des petites démos qui durent 1 ou 2 minutes. C'est complètement bluffant. Voilou. Pour Radar, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec Allez. Bench. Bench, et de quoi vas-tu nous parler, Bertrand, ce soir? Et voilà, ce soir, j'arrivais pas à trancher, donc je vous ai fait 2 produits pour le prix d'un, avec donc un premier qui est dans la gamme Xiaomi, qui est le Mi Lite. Donc, à quoi ça ressemble? Hop, Vas-y, je lance. envoie ça. Ça va Ah, mais ressembler tu l'as à devant toi. ceci. Oui, bah, j'ai préparé. Il y a de la préparation, monsieur. Waouh, incroyable. Voilà. Donc, C'est allez, pour je écran vous montre incurvé un petit seulement ou peu. pas? Alors, non, ça marche bien sûr sur les écrans droits. Donc, qu'est-ce que ça va permettre? En fait, c'est vraiment pour pouvoir éclairer. Et vous allez me dire, bah, oui, ok, on va éclairer l'écran, c'est pas rétroéclairé. Donc, non, mais bien sûr, là, c'est vraiment pour. Et cette image, je trouve qu'elle est pas mal. C'est une lumière qui est là pour vraiment éclairer votre clavier et vous permettre d'éclairer votre surface au niveau du bureau, Ah, ok. mais qui n'arrivera jamais dans vos yeux et qui n'arrive pas non plus sur votre écran. Donc ça ne vient pas dégrader la couleur de l'écran, ça vient juste éclairer au niveau du clavier, souris et tout ce qui se passe sur votre bureau. Vous avez une autre image là qui illustre pas mal. J'ai beaucoup hésité, ça faisait longtemps que je me posais la question de le prendre, et j'ai fini par y aller et me dire allez, je vais tenter. Et alors je Ça a l'air regrette grand, pas hein. du tout. C'est assez grand, effectivement, mais c'est vraiment extrêmement pratique. Et en haut, donc ça vient se clipper un peu comme une webcam en haut de l'écran, là, comme vous voyez. Et hop, je vais vous le sortir. Alors, c'est le moment où tout se casse la figure, mais voilà, hop, il est là, donc il est au-dessus de mon écran. Et vous voyez, en fait, ça se détache et il y a des petits picots pour l'alimenter électriquement. Ok, c'est Et magnétique, il je est suppose. relié, et il est relié par USB à mon ordinateur. Hop, je le remets, ça rééclaire, c'est reparti. Voilà. Oh, Donc, c'est rigolo ce truc. franchement, c'est hyper bien. Et jusqu'à présent, je me servais pas mal du rétroéclairage de mon clavier, mais qui est un clavier sans fil. Donc, le Oui. rétroéclairage, ça consomme la batterie. Et pour le coup, ben maintenant, je m'en sers plus jamais. Et je m'éclaire quasiment toute la journée, parce que je suis dos à la fenêtre, pour avoir une super vision sur mon clavier, sans chercher les touches Ouais, même ou sur ton forcer plan de au niveau travail, des quoi, en yeux. fait. C'est pas mal, ça. Exactement. Et Et ça permet de travailler aussi, pas dans le noir, mais avec une faible luminosité, mais pour autant, on voit très bien le clavier et pas se faire mal aux yeux. ok. Et en plus, vous avez ceci, hop, je vous montre à quoi c'est, et ça permet comme Ouais, ça c'est de génial. régler la luminosité, mais vous pouvez aussi régler la chaleur de la lumière, Ouais, la en température. mettant une lumière blanche, une lumière jaune, enfin, vraiment, Ouais, c'est j'ai vu. En extrêmement bien. fait, Alors là, ça pile. t'appuies dessus, ça l'éteint, t'appuies dessus, ça l'allume, tu le tournes, ça règle C'est ça? l'intensité, et tu appuies et tournes pour régler la température. Exactement. Propre. Et si tu laisses appuyer, ça bascule en mode ordinateur et ça met une lumière chaude pour éclairer le clavier, et éviter entre guillemets, «d'éblouir», mais comme on l'a pas dans les yeux, c'est absolument impossible. Putain, c'est pas mal, en fait, ce truc. Donc, je trouve ça vraiment top. Et puis, quand on voit le prix, et beh, c'est, sur AliExpress à 36 €. Ah oui, effectivement, c'est pas très cher. Franchement, Pour une lampe enfin de pour moi en bureau, tout cas, faut pas se effectivement. poser de questions là, hein.
Donc, je l'ai testé et vraiment, je le recommande pour tous ceux qui travaillent comme ça sur ordinateur et qui ont besoin de pouvoir éclairer. Ouais, c'est pas mal. Euh, Surtout qu'effectivement, toi, et t'as la donc, fenêtre on me demande derrière. sur le rétroéclairage du MSK. Donc, oui, effectivement, il l'a, mais au bout d'un moment, il s'éteint. Et surtout, ça consomme pas mal la batterie. Et bon, le but d'avoir un sans fil, c'est de pas le mettre à charger Tous les tous les jours. 4 matins. Ouais. Ouais. Et c'est quand même un vrai confort de vision parce que j'ai pas que mon clavier sur mon bureau et Bien c'est sûr. hyper pratique pour pouvoir voir tout ce qui est posé sur le bureau. Très propre. Ok. Allez, on regarde le deuxième produit. Et le deuxième produit ce soir que je voulais vous présenter, c'est une coque magnétique pour iPad Pro. Dire, bon, ok, une coque magnétique, c'est quoi ça? Donc moi j'avais un petit point, c'est que j'ai le Magic Keyboard. Moi je suis complètement fan du Magic Keyboard que je trouve être l'accessoire ultime pour l'iPad Pro. Mhm. Et c'est ce qui me permet actuellement de pouvoir m'en servir vraiment comme d'un ordinateur portable. Sauf que le Magic Keyboard protège extrêmement mal l'iPad. Ah ouais? Même quand c'est refermé, il y a une petite surimpression sur les côtés, mais qui protège absolument pas des coups. Et quand on voit le prix quand même des iPads et du Magic Keyboard, ça fait râler. Donc, on a une coque où ils ont tout compris et ils ont réussi à faire une coque qui est compatible avec Magic Keyboard. Et pourquoi est-ce qu'elle a une spécificité? Mais c'est parce que c'est Ah une coque qui a les putain. trois petits Ok. connecteurs, les trois petits points pour pouvoir connecter. Du coup, je comprends Donc mieux là, le vous voyez prix. la coque. Comment? Je comprends mieux le prix. Eh oui. Et donc, vous voyez en fait ici, et vous voyez la protection. Par contre, dessous, là, ce n'est pas protégé, mais c'est justement là où on vient Oui, ou refermer en fait sur oui, là où il est l'iPad, donc protégé. c'est pas gênant. Voilà. Là, c'est vraiment le seul endroit où l'iPad le protège. La coque est hyper fine, mais pour autant, elle est très résistante et ils ont très bien réussi à gérer les aimants. Je n'ai aucun problème d'aimant, la coque ne bouge pas. Parfait. Elle est posée sur l'iPad comme si elle était, comme si j'en avais pas. Et ça vient, c'est totalement compatible le clavier. Quand je viens refermer, ça baille un tout petit peu, Ouais, mais mais bon, c'est pas ça joue à rien, quoi. du tout gênant. Et pour moi, c'est l'accessoire ultime si vous voulez protéger votre iPad Pro en utilisant le Magic Keyboard. Voilà. C'est pas donné, hein. Par contre, ouais, c'est pas du tout donné. Hors promo, c'est 70 €. Moi, je trouve que c'est extrêmement cher pour juste une Une coque, coque. quand même. Ouais. Certes, qu'il y a un connecteur qui est sûrement propriétaire ou autre chose comme ça, il doit sûrement y avoir des brevets, des licences ou ce qu'on veut. C'est quand même très cher. De temps en temps, elle sort à 60 € en promo. C'est sur Après, la promo, moi, que j'ai guetté. ouais, après, tout est relatif, hein, parce que quand tu vois que ça, chez Apple, parce qu'il y a le logo pomme ici, Oui, ça vaut 65 € ou 55 €. 55 €, ça là. Bon, ça, évidemment, je l'ai trouvé à 11 € sur Amazon, sans la pomme. Mais, mais voilà, tu te dis 70 € une coque pour iPad, bon, finalement, tu relativises, quoi. Tu vois? ouais, effectivement. Voilà. Quand on voit ça, on se dit c'est pas si cher que ça. C'est ça, finalement, si Apple l'avait fait, ça coûterait 250 €. Voilà, quoi. Mais quand on voit le Magic Keyboard, le prix, on se dit qu'effectivement, ça va très très vite chez Apple. Donc voilà mes deux produits que je voulais vous présenter ce soir. Donc un pour votre écran et un pour votre iPad si, comme moi, vous êtes fan du Magic Keyboard. Alors, Poppy se trompe aussi quand il dit ils ont mal copié la surface cette fois-ci, parce que justement, s'ils avaient copié la surface, le dos de l'appareil serait nu, puisque le clavier de la surface se clipse en dessous et laisse le dos nu. Là, sur le Magic Keyboard, le dos n'est pas nu. Ce qui embêtait en fait Bertrand, c'est plutôt que la tranche reste nue. Et C'est donc, du ça. coup, rajouter cette coque évite de laisser la tranche nue de son iPad. Ouais, Moi, je c'est t'avoue que sur bien la mienne, voilà, sur les côtés là. voilà. Moi, la mienne, en fait, elle est dans une housse, tu sais, magnétique aussi, mais elle laisse les bords nus. Comme en plus j'ai le stylet, je l'aimante sur le côté et tout, donc voilà, c'est comme ça. S'il tombe, il s'abîmera, mais pour le moment, il est jamais tombé. Je touche du bois, là, voilà. Mais c'est vrai que c'est ça qui est pratique quand même de pouvoir le sortir, moi du Magic Keyboard, m'en servir comme tablette. Je m'en sers régulièrement comme tablette et j'ai une deuxième coque de protection qui, elle, n'a pas le Magic Keyboard, qui est Oui, juste en fait magnétique sur laquelle je viens clipper mon iPad et c'est ça. refermer C'est ce que j'ai là. par-dessus et elle est aussi compatible. Eh oui, du coup, Donc oui. c'est vraiment le bon accessoire par rapport à mes usages. Donc moi je vous le recommande, bien sûr, ça dépend totalement des usages. Évidemment. Bon, sur ce, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec Allez. l'app.
Du coup, tu vas nous parler d'une app qui est... Eh bien, qui est Spark ce soir? Donc, je voulais vous présenter cette application-là que je trouve extrêmement intéressante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui dans la chatroom. C'est une application de gestion de mail. Et donc, ça permet d'avoir une gestion unifiée de tous vos mails. Alors, vous allez me dire, bah, ok, très bien, il y a d'autres applications qui font. Typiquement, moi, j'ai testé l'application Outlook. Oui, je sais, Outlook sous Mac, mais bon. Et donc, bah, enfin, clairement, je retrouve pas du tout, moi qui suis utilisateur d'Outlook sous Windows, je retrouve pas les mêmes fonctionnalités. Et c'est très compliqué dès que vous avez plusieurs boîtes mail à gérer. Il me demande en permanence de ressaisir mon mot de passe. Est-ce que il y a des problèmes de compatibilité avec OVH ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, régulièrement, j'avais les demandes de ressaisir mon mot de passe sur Outlook. Et je trouvais l'interface pas extrêmement intuitive. Et puis, ben, c'est du mail classique, hein, où vous allez regarder vos messages par conversation dans le meilleur des cas. Et je me suis dit, essayons de trouver une application de gestion de mail que je pourrais avoir sur mon iPhone, sur mon iPad et sur mon Mac, qui puisse être de préférence la même, plutôt synchronisée, et qui me permette d'avoir une gestion, entre guillemets, intelligente de mes mails. Et c'est ce que j'ai trouvé avec Spark. Donc, j'ai une seule application enfin, la même application sur tous mes devices. Donc, bon, ben, c'est plus simple pour s'y retrouver. Et elle est extrêmement rapide. Enfin, j'ai aucun souci avec, très, très fluide. Mais surtout, il vous propose une gestion intelligente de vos mails en vous triant en fait vos différents mails par typologie. Donc les typologies principalement qu'il vous donne, c'est les personnes, donc ceux qui vous écrivent directement. Ensuite, il va vous trier les newsletters automatiquement et il va vous trier par exemple les notifications automatiquement. Et vous pouvez Ouais, c'est lui pas mal. dire, bah, tiens, tel mail, je veux l'épingler, il sortira en permanence en dessus des autres. Ce qui aide un petit peu, lorsque vous recevez quand même pas mal de mails, à pouvoir les mettre en évidence. Non, tiens, ceux-là, ils sont vraiment à traiter. Je n'ai pas pu les traiter, mais je les épingle, je pourrais les traiter plus tard. Et enfin, mais vraiment en bas de la page, en scrollant bien, on arrive sur les mails lus. Ben, effectivement, ils sont déjà lus, donc ça sert à rien de les remettre en haut Tout à fait. immédiatement. Et vraiment, cette gestion-là, au début, bien sûr, j'avais enlevé en disant, ben non, moi, je veux ma boîte mail avec tous mes mails. Et en fait, elle est vraiment bien faite. Et c'est là où on se rend compte que les newsletters sont quand même beaucoup moins importants que les mails où on s'adresse à moi directement. Leur mécanisme pour identifier une newsletter fonctionne très bien. Pour l'instant, j'ai eu aucune erreur. Ce qu'on appelle les notifications, c'est un petit peu plus tout ce qui est un peu info promo ou autre. Et ensuite, ceux où il détecte, ce sont plutôt des personnes qui vous écrivent, il vous les met en tout premier. Et ben moi, je suis hyper fan de ce système de classement comme ça. Il me propose d'unifier toutes mes boîtes mail. Et donc, en fait, il vient m'afficher tous les mails agrégés. Donc, je ne sais même pas de quelle boîte ils viennent. Alors, dans les faits, on peut lui demander de mettre un petit code couleur devant pour pouvoir identifier de quelle boîte mail ça vient. Ouais. Et ça me permet d'éviter d'aller sur mes applications de messagerie différentes et de tout avoir sur la même application. C'est hyper fluide, c'est optimisé au doigt sur la partie iPad et iPhone, et on retrouve les fonctionnalités qui sont, on va dire, émulés en tout cas sur la partie Mac, puisqu'on retrouve un système pour aller vers la gauche pour lui dire épingler ou supprimer. À la souris, c'est un peu moins pratique, mais bon, ça se fait pas mal. Si vous avez une Magic Mouse, c'est plutôt bien vu. Et si vous êtes au trackpad, ben là par contre c'est bon. Donc vraiment super appli. Vous avez aussi la partie calendrier qui est possible et qui permet de s'afficher. Et on retrouve après toutes les fonctions classiques, hein. Après, je ne rentre pas plus dans le détail. Vous avez le site internet Qui qui est détaille tout assez ça, ouais. complet dessus. D'ailleurs, il parle Donc, d'une version, Spark pour les équipes, hein, oui, qui permet du coup de rédiger des mails à plusieurs, de commenter des mails, c'est ça. tout un tas de trucs. Il y a des abonnements premium du coup pour eux. Et là, on le voit, la version premium, donc, qui permet de gérer des équipes et tout ça, qui vaut par utilisateur 6,39 $ par mois si facturé annuellement, donc, et 7,99 si facturé mensuellement. Et si plus grande équipe, Ouais. ça se négocie. Voilà. Exactement, et c'était un des points d'ailleurs, parce que je me suis dit, si la messagerie est totalement gratuite, à un moment donné, il faut arriver à identifier d'où vient la source de revenus.
Et je trouvais ça pas mal, effectivement, qui est de dire on le propose au particulier. Et si le particulier trouve ça intéressant, eh bien, ça pourra rejaillir sur l'environnement professionnel et donc déclencher des ventes. Donc, C'est ça. Je vois voilà, qu'il y a je une appli trouvais Apple Watch et tout. une approche intéressante. Et il y a une application Apple Watch. Alors, je ne l'ai pas testée parce que, enfin, voilà, pour l'instant, c'était pas ma priorité. C'était vraiment de tester sur iPhone, iPad et sous Mac. Et c'est adopté, hein. Moi, je l'ai mis partout et vraiment, j'ai enlevé l'application mail et surtout l'application Outlook qui est vraiment, bon, m'a quand même beaucoup déçu dans l'utilisation au quotidien. Ok, en tout cas, elle a l'air assez primée. Pas mal, pas mal. Bah, merci à toi, Bertrand, pour ce test d'app. On va passer tout de suite donc au Turing Test. Bon, le Turing Test, guess what? Je suis de retour. On va glisser Raglink et Daft Punk dans la conversation pour qu'ils puissent discuter, puisque ce sont les deux chanceux qui ont été tirés au sort pour gagner éventuellement un stickers holographique de Beats. T'en as pas un, toi, d'ailleurs? Mais je suis sûr que tu rêverais d'en avoir un, en fait. Ah bah, j'en ai rêvé cette nuit, justement. Mais c'est exactement ce que je me disais. Je me disais, quand est-ce la dernière fois que Bertrand n'a pas rêvé de l'autocollant Beats, tu vois? Bon, donc voilà, Raglink One More Time, exactement. Donc hop. Hello Raglink et hello Daft Punk, comment allez-vous? Et bonsoir. Bah, ça va? Ça va. C'est bon, vous avez patienté jusque-là? Oui. Ouais, on commentait, c'est vrai? On s'ennuyait pas, ouais. Parfait. Un commentaire du coup sur ce que vous avez vu ce soir ou pas? Non. Ok, très bien, merci beaucoup. Bah, on regardait la lampe qui avait l'air plutôt sympa. C'est vrai? La lampe m'intéresse. Ouais. Ouais. Je lui disais que c'est vrai que pour remplacer les lampes halogènes, tu sais, les petites lampes qui te mettent des bureaux là, hein, qui font que péter toutes les semaines, je pense que c'est intéressant. Ouais. Ah oui, c'est clair. Les petites lampes, ouais, tout à fait. Bon. Je sais pas si tu as vu le message de Nico Poppy, apparemment on serait peut-être un petit peu faible. Non, mais j'ai réglé le volume sonore et maintenant vous ne l'êtes plus. Vous voyez? Très bien. C'est juste ça. Ce soir a gagné toujours un sticker incroyable de Beats. T'en as déjà gagné un la semaine dernière à Glink. Tout à fait. C'est formidable. Je l'ai reçu. Et tu l'as reçu. Et il est beau, il est magnifique. Il est grand. Il est plus grand que l'iPhone 12 en largeur, vous voyez. C'est fantastique. Du coup, il faut avoir un très grand téléphone si vous voulez le coller sur un téléphone ou le retailler. Voilà. Ou un iPad. Enfin, une tablette. Et ouais. Donc, vous êtes prêts? Donc, je vous rappelle la règle. Daft Punk, tu dis D. Raglink, tu dis R. Okay. Et le premier qui dit la lettre de son pseudo est le premier à répondre à la question, sachant que là aussi, on a un petit indicateur vert qui s'allume autour de la personne qui parle. Donc, on va voir lequel s'allume aussi en premier, vous voyez. Il faut que vous aurez dit R et D, donc voilà. Si on souffle dans le micro, ça marche aussi ou pas pour faire des faux positifs? Alors, ça va faire un faux positif, mais si tu dis pas ta lettre, ça c'est pas validé. Voilà. Du coup, si vous êtes prêts, je vous propose de passer tout de suite à la question 1. Je me rappelle même plus des questions. Quel est le débit descendant moyen mesuré par les premiers testeurs de Starlink? Ah. Quel est le débit descendant moyen mesuré par les premiers testeurs de Starlink? R. Oui. Une fausse information, comme d'habitude. C'est jamais les vrais débits. Non, il y a vraiment, des tests. J'aurais dit, allez, 20 mégabits. D. Ouais. Moi, je dirais plutôt 80. Eh bien, c'est D qui est le plus proche. Du coup, il marque un point. C'était 100 mégas. Voilà. Ouais, voilà. Donc, les débits moyens descendants sont de 100 mégas. Voilà, le débit moyen est de 100 mégas. C'est quand même énorme. Le remontant est plutôt aux alentours d'une vingtaine de mégas. Donc voilà. Et des pings qui sont pas si dégueux. De la trentaine de millisecondes. Alors, vous allez me dire, vous n'allez pas faire du FPS nerveux avec, mais voilà. C'est plutôt pas mal. Hydrilox qui dit 100 mégas, 50 fois plus que chez moi sur la DSL. Eh ouais.
Et ouais. Et puis là, vraiment, l'intérêt, c'est de pouvoir couvrir toutes les zones géographiques. Donc, Tout à fait. effectivement, là, on n'est pas sur de la concurrence avec de la fibre ou autre. Vraiment, c'est sur des zones blanches totales. Pouvoir avoir ces débits-là, c'est top. Exactement. Ouais. Bon, allez, question numéro 2. Combien en milliards de dollars les utilisateurs d'app de rencontre ont dépensé en 2020 ? Haha. Combien en milliards de dollars les utilisateurs d'app de rencontre ont dépensé en 2020 ? Sachant que c'est une année record en fait pour les apps de rencontre, c'est assez incroyable. Pour une année Covid confinée, est-ce que vous savez ? En milliards. Donc ça... Ah, c'est pas facile, hein, je vous avoue, c'est pas facile. C'est question je vais chiffre. dire R, je vais Ouais. dire au pif, je vais dire 1 milliard, je sais pas, je connais Ok. pas le marché. mais- Ok. Est-ce que tu as une proposition à nous faire, D ? Daft Punk. Il cherche en fait sur Google. Ah non, on l'a perdu. Bon, Daft Punk, tant pis, je te rebascule en attente. Parce que ça va être compliqué. Mais ça fait rien, Raglink, tu vas avancer tout seul. Du coup, il faudra que tu répondes aux questions, c'est tout. Ça Donc marche. tu avais dit 1 milliard, la réponse était 3 milliards. Sinon, est-ce que Bertrand connaît les réponses, histoire que Alors, je ne oui, sais tiens, pas. non, je les connais pas. Donc, on peut s'affronter avec Bertrand? Ah ben voilà, vous pouvez vous affronter avec Bertrand. Ok, moi qui n'ai pas justement le petit parfait. cadeau. Alors, question numéro 3. Comment s'appelle la technologie concurrente au DLSS de Nvidia qu'AMD va lancer au printemps ? Ah, Alors en vrai, c'était pas prévu Force. pour le printemps, mais comme ils ont été super rapides, ils vont le sortir avant. Bertrand ouvre vite fait Google pour chercher. Bah, évidemment. Donc le DLSS, pour rappeler, c'est on fait les calculs de l'image dans une résolution inférieure, genre du 1080p. Et comme ça, ça nous permet d'obtenir quelque chose en 60 fps ou plus même. Et ensuite, on est capable de l'upscaler en 4K grâce à une IA qui analyse l'image et qui fait l'upscale de façon ultra propre. Et ça, c'est vraiment top. Hein. Alors, j'ai une réponse éventuellement. Yep. C'est Fidelity FX. Ah, apparemment, c'est revenu pour Daft Punk. Daft Punk, m'entends-tu ? Oh oui. C'est parfait. Alors, Bertrand a triché sur cette question et donc effectivement, c'était le Fidelity FX Super Sampling, exactement. Donc, et ouais. Le FFSS, c'est le nom de cette techno-là. Il faut retenir parce que ça va vraiment servir. Ouais, mais ça, c'est l'avenir, hein, vraiment. Exactement. Sur tout ce qui n'a pas une énorme capacité et même sur ce qui a Et une même ce qui a une capacité énorme pour qu'il se oui, c'est ça. concentre sur autre chose et permettre de sortir ça. C'est vraiment C'est ça. une super invention. Je l'aurais pas eu de toute façon. Bon. Question Avec numéro le 4. temps fibre. Attention, là, ça va aller vite. Comment Donald Trump a-t-il renommé Tim Cook dans une de ses phrases lors d'un Raglink, discours- R, Ouais, Team Apple. c'est ça. C'était Team Apple. Il y a des questions simples. Vous voyez, il y a de tout. Hein. Bon, la question numéro 5. Quelle société a récemment racheté 11 avions de ligne dans le but de les convertir en Raglink. avions... Oui. Amazon. Et c'était bien Amazon. Mais il est chaud ce Raglink. Oh là 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 là. Ah, mais un concurrent de niveau international de compétition. J'étais voilà. pas trop au point sur la partie dating, mais je peux m'entraîner pour la prochaine fois. Pas de soucis. Exactement, on a vu ça. Sur Amazon, en tout cas, ils ont bien profité de la crise dans l'aérien pour pouvoir acheter des avions beaucoup moins chers. Et Complètement. c'était bien vu. Complètement. Il est intouchable, Raglink. Ça fait un sérieux concurrent pour la Turing Cup. Hein. Normalement, fin du mois, fin du mois, Turing Cup. Là, pour le coup, quasiment tout le monde peut participer. Donc voilà, je vais récapituler quand même le truc pour que les gens sachent. Donc là, on vient de faire ce qu'on appelle le Turing Test, c'est-à-dire le quiz qu'on fait toutes les semaines.
et qui se joue à 1 contre 1. Je vois que d'ailleurs vous avez encore acheté des tickets Turing Cup, Turing Test et voilà, hein, ça y va. La Turing Cup, en gros, vous achetez des tickets grâce au Foxcoin. Comme vous regardez beaucoup d'émissions sur la chaîne, vous en avez certainement plein. Vous pouvez cliquer en fait sur le petit icône Foxcoin. Vous achetez par exemple un ticket pour le Turing Test. Le Turing Test, ben, je vous contacte en général la veille ou le jour même pour venir participer le soir à 21h. Je tire au sort en fait parmi les gens qui ont acheté des tickets. Et une fois qu'ils m'ont confirmé leur venue, je débite leur point Foxcoin et ils peuvent ainsi participer. Et la Turing Cup, la différence, c'est que c'est une soirée où on va faire que des questions. Il n'y aura pas d'émission. Ça sera une soirée en plus du Beats classique, pendant lequel vous allez faire un tournoi, en fait. Ce sera des petites poules de 4v4 et on prendra les 2 meilleurs qui s'affrontent, etc. Jusqu'à arriver à une grande finale en 1 contre 1. Et l'idée, en fait, de la Turing Cup, c'est qu'à la fin, vous partez avec un vrai trophée. Imprimé à votre nom et tout ça, enfin voilà. Merci Goldor Rack pour ton abonnement, ça fait 1 an déjà, merci à toi. Donc voilà, et du coup la Cup, c'est la différence. En gros, on va récapituler toutes les questions du trimestre, comme ça nous permet de revenir sur l'actu trimestriel grâce à des quiz, et comme ça on peut développer un petit peu les réponses et tout ça, et c'est plutôt cool. Et alors le Turing Test est toujours 1 contre 1, la Turing Cup elle est à 4, et la Turing Cup on va utiliser un système en ligne qui fait que vous allez avoir des buzzers virtuels via un site web sur lequel vous allez cliquer en fait pour savoir qui a cliqué le premier, etc. La grande finale ne sera pas du tout en direct du Stade de France. Vous en avez une par trimestre. Celle de... tu te casses tout, Bertrand. Celle du mois de... Celle La Winter sera en novembre. Et en décembre, par contre, on fera un récap de l'année avec la grande finale de la Turing Cup. Et puis voilà. Est-ce qu'une question du Turing Test peut se retrouver dans la Turing Cup complètement, Hydreliox? Complètement. Donc révisé. Non, alors la Turing Cup, c'est pas que des stickers à gagner. Il y aura des stickers à gagner pour la Turing Cup. C'est pas tout à fait les mêmes. En fait, en gros, ils sont inversés. C'est le milieu qui est vert et le bord qui est foncé. Ou il est rouge, je sais plus. Et le bord qui est foncé. Si tu regardes la FAQ Mada Project qui est sur la chaîne, il y a un truc qui s'appelle FAQ Bits. Tu as toutes les infos. J'ai présenté en fait toute cette nouvelle version de Bits et j'explique un peu la Turing Cup et le Turing Test. Donc voilà, et évidemment, on essaie de trouver des partenaires pour que les Turing Cup soient sponsorisés et que vous ayez, en plus du trophée, des cadeaux. Voilà, bah, par exemple, une RTX 3090, tout à fait, Mata Project. Ça va de soi. Il y en a plein en stock en plus, c'est hyper simple à trouver, nickel. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on est prêt, peut-être pour la grande finale de fin d'année, évidemment. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Daft Punk, merci beaucoup Ragling d'avoir participé à l'émission. On va conclure. Merci à SFR. Tous ensemble, merci SFR, hein, effectivement. Je pense que là on est bien, hein. On est bien placé. Hop, non, je suis pas sur le bon endroit. Voilà, parfait. Tiens, il y a encore le nom de Spark. Il faudrait le. Oui, je l'enlève. Non, mais c'est bon, je me suis occupé. Ne t'inquiète pas, je fais tout en un clic. Une Tesla à gagner, ouais, je vous laisse la RTX, tout à fait, Hydreliox, on va faire ça. Une 1080 Ti suffirait, mais bien entendu, faisons ça aussi. Moi, que ce soit une RTX ou une Tesla, je prends, il n'y a pas de souci. Hein. Oh, mais ça, je me doute, hein, que tu vas pas te gêner. Bon, en tout cas, merci à vous. Tesla. Ouais, c'est ça. Merci à vous, et on se retrouve... alors, la semaine prochaine, non, tu fais la Fresh Tech, si je dis pas de bêtises, Bertrand, non? Non, c'est dans 2 semaines. Ah, c'est dans 2 semaines, j'ai cru que c'était la semaine prochaine. Oh. Ok, et ben du coup, normalement, la semaine prochaine, surveillez l'agenda pour le prochain épisode de Beats. Et puis voilà, d'ici là, j'essaierai de faire fonctionner correctement les avatars super cool, les méta-humains. J'essaierai de recréer un Bertrand, ou mieux un Christophe, comme ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et je le mettrai à ma place. Comme ça, j'écrirai Christophe ici, là. Et je mettrai un Christophe virtuel à ma place pour voir si ça fonctionne, quoi. Ça serait pas mal. Exactement. Bon, allez, sur ce, merci à vous. Et Haglink, bah, tu renvoies ton adresse, lol. On s'est vu en plus cet après-midi, hein, parce que tu es venu sur le campus d'Epitech visiter tout ça. Tu as vu. On sait comment il a eu les questions, alors. Non, même pas. Tu vois. Je n'ai même pas demandé. C'est ça. Il a même pas demandé parce qu'en plus, je lui ai dit normalement, c'est pas toi, parce que j'ai une autre personne qui a été tirée au sort. Mais si jamais elle n'est pas dispo ce soir et elle m'a pas répondu. Du coup, voilà. Du coup, je te fais revenir et voilà. Du coup, voilà. Donc, quand vous achetez des tickets Turing Test, je vous contacte. Si vous êtes tiré au sort, je vous demande si vous êtes disponible.
essayez de l'être. Si vous l'êtes pas, bon, bah, je le retirerai un 3e, etc. En général, j'en tire 4 en me disant, si jamais les 2 premiers sont pas bons, j'ai peut-être 2 spares et on verra. Et je les fais dans l'ordre du tirage au sort. Donc voilà, vous pouvez acheter plein de tickets, en vrai. Ça augmente aussi vos chances d'être tiré au sort, dans les faits. Donc voilà, dépensez vos Foxcoins, c'est important. Les Foxcoins, vous les gagnez comment? En regardant les regardant la émissions. chaîne. Dans la chaîne. Exactement, en regardant les émissions, participant au raid et tout ça. Merci encore à vous. Daft Punk, retente ta chance. Il y en a un la Ouais. semaine prochaine, on sait jamais. Sur un malentendu, t'es encore tiré au sort. Et cette fois, t'es pas face à Ragling. Ah, mais j'ai été tiré la soir la semaine dernière, j'étais pas dispo. Et voilà, c'est ça. Ouais. J'ai racheté que 10 tickets, ne vous inquiétez pas. C'est Va ça. chez un ami qui a une connexion internet stable. Eh. Oui, ouais, je ferai en Exactement. 4G la prochaine fois, dire. En Bouygues. Bon, allez, je balance le générique. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao.